Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Média. Je suis Julien Pelletier-David, en compagnie aujourd'hui de Maître Éric Garreau, avocat qui concentre sa pratique en droit de l'immobilier. Bonjour, Maître Garreau. Bonjour, bonjour. On va parler aujourd'hui de l'importance grandissante de l'éthique et de la conformité comme pilier de la culture d'entreprise. C'est évidemment des questions qui reviennent souvent dans l'actualité. On peut en parler de manière assez générale et de manière assez instinctive, mais si on se rapporte, et vous vouliez commencer avec cet aspect-là, la philosophie, qu'est-ce qu'on entend par l'éthique en contexte d'affaires? Bien, en fait, c'est que de plus en plus, on sent que, particulièrement pour les grosses entreprises, il y a un risque grandissant de dommages réputationnels qui peut être subi si jamais il y a des scandales qui sortent dans les médias. La réputation, l'image de marque, c'est des concepts qui sont excessivement importants pour la plupart des entreprises. Donc, les entreprises sont de plus en plus frileuses, protectrices de leur réputation, de leur image de marque. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus à l'avant-plan. C'est aussi quelque chose qui est plus sensible depuis qu'on a connu la commission Charbonneau. Où, pendant des semaines, sinon des mois, on a entendu parler de scandales de pots de vin d'enveloppe brune. Donc, ça a été beaucoup mis de l'avant. Puis je pense que par la suite, ça a été une prise de conscience encore plus grande. En ce sens-là, c'est de nos jours aussi un peu dans la même mouvance que les concepts qu'on connaît d'ESG, qui au niveau de l'environnement, du social, de la gouvernance. Et aussi les concepts de DEI qui sont en lien avec la diversité, l'équité, l'inclusion. Donc, c'est des mouvements, un petit peu des mouvances sociales qui sont de plus en plus à l'avant-plan et l'éthique en fait partie. Dans ce sens-là, c'est aussi des conditions de plus en plus demandées de clients. Avant de s'engager à faire affaire avec une entreprise, les clients vont faire des vérifications au niveau de la réputation d'une entreprise. C'est aussi, on entend beaucoup parler que les milléniaux, en tant que travailleurs, ils sont de plus en plus sur le marché du travail. Les milléniaux, ce sont des choses qu'ils prennent en considération avant de s'engager auprès d'un employeur ou d'y rester. Donc, pour eux, c'est des considérations qui sont importantes au même titre que le lieu de travail. On peut penser que c'est les milléniaux, pas seulement eux, mais que les milléniaux vont prendre en considération l'endroit où ils vont être appelés à travailler, c'est-à-dire non seulement le milieu de vie, le milieu de travail, mais si, par exemple, l'immeuble dans lequel ils vont travailler est conforme au niveau environnemental et progressiste, etc. Donc, je fais un grand cercle là, pour dire que l'éthique, c'est devenu une considération sociale au même titre que toutes ces choses-là. On peut penser aussi en termes d'investissement, des entreprises qui vont décider de retirer leurs investissements, par exemple, dans le pétrole pour se concentrer plus vers les énergies renouvelables. On va retirer nos investissements de pays qu'on va appeler voyous, par exemple, qui ne respectent pas les droits humains. Donc, ça fait partie de la philosophie au sens large, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est vraiment des applications concrètes pour le milieu des affaires. Et donc, pour qui des avocats, que ce soit en entreprise ou en contentieux, ils vont devoir mettre ces principes en application. Donc, c'est pas seulement les clichés quand on parle des milléniaux, c'est vraiment quelque chose qui habite les entreprises aujourd'hui. C'est quelque chose qui habite les entreprises. Puis ça, on pourra en reparler un peu tout à l'heure, mais pour que ce soit quelque chose de viable et d'efficace, faut que la haute direction y croit, première des choses. Évidemment. Donne l'exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle le fameux tone from the top, c'est-à-dire que les hauts dirigeants doivent donner l'exemple, doivent y croire, doivent mettre ces principes-là en application pour que, justement, les employés disent pas, on nous demande de faire ci ou ça, mais Monsieur X ou Madame Y, lui, n'applique pas ça au quotidien. Donc, oui, c'est du concret, mais ça doit vraiment être un message qui vient de la haute direction pour que ce soit crédible. On peut imaginer, effectivement, mais est-ce qu'on peut commencer par la définition du mot éthique? Ça me semble être un concept qui est assez large, si on veut, quand on en parle. Ben oui, on a tous, en fait, une idée intuitive, que ce soit dans les cours de philosophie qu'on peut avoir fait au cégep ou ailleurs. En fait, c'est
la définition générale d'éthique, c'est un ensemble de principes moraux à la base de la conduite de quelqu'un. Donc, ça peut être aussi perçu comme un ensemble de conceptions morales d'une personne ou d'un milieu, comme par exemple quand on parle d'éthique médicale. C'est vraiment un concept très général, mais de ces deux petites définitions-là, ce qu'on peut voir, c'est que ça varie d'une personne à l'autre. Donc, on dit souvent à la blague qu'il y a 50% des personnes qui sont intrinsèquement éthiques et l'autre 50% qui l'est un peu moins. Le 50% qui sont éthiques vont comme ressentir que quelque chose n'est pas bien et vont s'abstenir de le faire, alors que l'autre 50%, eux, n'y voient aucun mal. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais il y a des choses qui sont un peu sur la ligne et les personnes qui sont, comme je dis, plus portées vers le côté éthique de façon intrinsèque vont se dire « je m'approche pas de ça », alors que les autres vont dire « bah, on va prendre une chance, on va s'essayer », on analyse un peu les risques. Un exemple un peu drôle que je peux dire, c'est des gens, on en voit tous les jours à Montréal, des gens qui vont conduire dans la voie réservée aux véhicules de transport en commun. Pour eux, les règles ne s'appliquent pas. Il y a une voie réservée, mais ça les impressionne pas. Ils vont prendre la chance. Absolument. Donc, c'est un peu... de se faire arrêter ou ceux qui roulent à côté sur les personnes en avant, ce genre de choses-là. Exactement. Donc, c'est ça. C'est un concept qui est intuitif un peu. Le bien, c'est la fameuse dichotomie entre le bien et le mal. Évidemment. Donc, tantôt, évidemment, on va passer plus à l'application de ça en milieu d'affaires, mais c'est vraiment le concept de base du bien, du mal, de l'application de ces principes. Quand vous disiez le 50%, c'est un chiffre mentionné pour en application. J'imagine que ça varie d'une situation à l'autre. Oui, ça varie, puis c'est juste une façon de dire qu'il y a des gens, là, c'est pas un chiffre scientifique, oui, c'est une façon de dire qu'il y a des gens placés dans une situation vont agir selon un ou l'autre principe. Exactement. Il y a des gens qui vont respecter une file d'attente quand on conduit. Par exemple, s'il y a du trafic, il y en a d'autres qui vont aller le plus loin possible pour couper la file, pour se faufiler à la toute dernière minute, alors qu'il y en a que ça fait 20 minutes qui attendent, qui avancent à petits pas. Donc, c'est vraiment le concept général. Je dis 50%, mais c'est qu'il y a des gens pour qui ça fait partie d'eux, et alors que d'autres vont être un peu plus... Et où, j'imagine, il doit y avoir un travail d'influence entre ces deux groupes. J'imagine qu'on va y venir, parce qu'en contexte d'entreprise... En contexte d'entreprise, oui, évidemment. En contexte d'entreprise, il y a deux facteurs à prendre en considération. Il y a les comportements individuels de chacun des employés, mais il va aussi y avoir la façon de l'entreprise elle-même de faire des affaires au quotidien. Mais oui, au niveau de... La façon de l'entreprise de faire des affaires au quotidien, ça va un peu de soi parce que c'est le comité de direction qui va prendre un peu... Alors que les comportements individuels des employés, ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle on va mettre des critères en place, des politiques, etc. Et comme pour toute chose humaine, en matière d'affaires, ça a dû être quelque chose qui a évolué avec le temps, qui a dû se développer, se préciser, se subtiliser. Cette notion-là, de manière générale, depuis quand on pourrait dire qu'on l'applique dans le domaine des affaires? Je pense que, comme on a mentionné, le questionnement sur le bien et le mal, le questionnement éthique, ça a probablement toujours dû exister depuis que l'humain est sur la Terre. On parle, par exemple, des grands philosophes comme Aristote ou Thomas d'Aquin qui ont fait des écrits... à cet effet-là. En contexte d'affaires, si on remonte un peu le fil du temps, on peut voir, par exemple, c'est encore un autre exemple, au 18e siècle en Angleterre, il y a des consommateurs qui se sont un peu regroupés pour faire le boycott du sucre de canne parce que ce sucre-là était issu du travail des esclaves. Donc, ces gens-là... les entreprises ont décidé d'aller de l'avant quand même, de faire produire le sucre par des esclaves. L'esclavagisme était monnaie courante, surtout dans les pays... Exactement. Donc, pour avoir ce type de produit-là, on pouvait difficilement passer à côté. Probablement aussi qu'il y avait des bénéfices au niveau des affaires parce que ça coûtait moins cher. Ça coûtait... Par définition, effectivement. Exactement. Oui. Puis, les consommateurs, ou en tout cas certains
groupes de consommateurs ont dit ça ne fonctionne pas, cette façon de faire des affaires ne nous convient pas, donc on conteste puis on boycotte. Et savez-vous si, peut-être vous n'êtes pas historien non plus, mais je suis curieux de savoir, est-ce que ça a eu un effet à ce moment-là? À ce moment-là, oui. C'est-à-dire que c'est pas... Tu sais, les façons de faire étaient différentes. Les moyens étaient aussi plus limités. Une fois que tu as reçu ton sucre, tu cherches à l'écouler. C'était pas tout le monde qui embarquait dans le mouvement, mais ça a certainement mené à une prise de conscience, à une réflexion. Et ce type, justement, de conscience ou de réflexion-là revient quand même périodiquement sur le devant de la place publique quand, par exemple, il y a une récession, quand il y a un haut taux d'inflation ou les choses sont plus difficiles pour les consommateurs, quand il y a des scandales comme ceux qu'on a connus ici au Québec ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça pourrait être, par exemple, aussi un autre exemple, l'utilisation de paradis fiscaux. Évidemment. Il y a des entreprises qui